Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Philippe Boucheret, je suis le directeur de la société MGB et je vais vous présenter dans le cadre du Virtual Aerospace Show le projet de IIoT, euh, Internet des objets qu'on a mis en place dans l'usine. Donc l'objectif c'est de vous montrer le lien entre les objets connectés et la supply chain, ce qu'on arrive à faire avec des objets connectés. Donc, une petite présentation de MGB. Donc, MGB, c'est une société française fondée en 1956, basée en Haute-Savoie, spécialisée dans le décolletage, et qui a deux filiales, une en Chine et une aux États-Unis, qui font exactement le même type d'activité que MGB France. Donc au total, c'est 120 personnes, c'est une centaine de machines à commande numérique, une présence sur 3 continents et environ 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc les secteurs d'activité, MGB France est historiquement présent dans le secteur de la connectique et majoritairement développé dans l'aéronautique et le spatial. Ça représente à peu près, on va dire, les 2 tiers du chiffre d'affaires actuellement, et une petite part dans le médical, et qui est aussi une source de diversification pour la société. Donc les moyens de production à notre disposition, ce sont des tours à commande numérique de marque Tornos exclusivement, des machines multibroches Tornos et des machines à cam traditionnelles pour des petits contacts en très gros volume. MGB France, c'est 65 machines, 100% Tornos, toute la gamme des Evo Deco, qui sont les machines les plus complètes pour réaliser le plus d'usinage sophistiqué possible. Evo Deco 10, Evo Deco 16, 20 et 32, donc de la gamme on est capable d'usiner de 1 mm de diamètre et inférieur jusqu'à 32 mm. On réalise à peu près 120 ordres de fabrication par mois et on sous-divise ces ordres de fabrication en lots, ce qui fait environ 200 lots actifs, environ 1 million de pièces produites par mois, et la durée de traversée des produits dans l'entreprise après le décolletage, c'est en moyenne de 2 semaines. Ça va d'une semaine à 1 mois, à peu près à 4 semaines. Donc la question qui s'est posée, c'est avec les exigences en constante augmentation de nos clients, c'est comment fiabiliser l'OTD. Et en fait, la deuxième question, c'est de digitaliser les process. Et en allant un peu plus en détail, c'est plutôt comment fiabiliser le delta OTD. Et le delta OTD, ce qu'on gère, c'est la différence entre l'on-time delivery sortie atelier et l'on-time delivery rendu client. C'est une phase où, en amont du décolletage, on peut avoir des aléas en termes de production, en termes de difficultés de réglage, en termes de changement de commande ou de planning de nos clients. Et ce qu'on va essayer de suivre, c'est à la sortie de l'atelier, en incluant tous les aléas qu'on a pu voir en amont, comment on peut améliorer le flux des produits dans l'usine pour avoir l'OTD client le plus proche des objectifs, avec une cible toujours à 100%. Donc, le concept, ça a été de dire, on souhaite avoir une communication de l'information à travers le RP pour avoir une gestion des priorités la plus précise possible. Et c'est de dire, notre colonne vertébrale, c'est le RP, et l'objectif, c'est de gérer toutes les données qui sont incluses dans le RP en temps réel, c'est-à-dire les mettre à disposition de chaque personne présente dans l'atelier pour chaque lot, et d'avoir cette information pour gérer toutes les priorités en production, d'avoir une solution simple, robuste et facile et rapide à implémenter. Donc la réflexion, elle a commencé sur l'IoT ou IoT avec le projet du GIFAS, Space Aero, Industrie du futur, qui est le troisième volet après Performance industrielle 1 et 2 auquel on a participé. Et la première partie de la première journée de l'accompagnement du GIFAS a été au Boston Consulting Group, qui est la reconstitution d'une entreprise, entre guillemets, 4.0, où on a un éventail de solutions 4.0 assez intéressant. Et même s'il n'y a pas de solution qui correspondait exactement à ce qu'on cherchait,
en discutant avec les consultants du BCG, on a trouvé l'idée du e-paper. Le e-paper, c'est une technologie qui est dans toutes les têtes avec la Kindle de Amazon, qui est en fait une constitution de microcellules avec des pigments bicolores, noir ou blanc, voire tricolores, et qui vont être chargés électriquement, électrostatiquement, pour faire basculer dans cette microcellule qui va être excitée les pigments noirs en surface et les pigments bleus au fond pour afficher du noir et inversement. Et en constituant un écran avec ces microcapsules, microcellules, on va arriver à pouvoir afficher du texte, des images, tout ce qu'on veut sur un écran. Donc cette technologie-là, elle ne consomme pas d'énergie à l'état stable, c'est-à-dire au repos. On va avoir une consommation d'énergie au changement d'état quand on va vouloir rafraîchir, par exemple, les données qui sont affichées sur l'écran. Donc à partir de cette idée d'utiliser des écrans type Kindle Amazon, s'est posé plusieurs questions sur comment déployer cette technologie-là dans l'usine. Il y a la première question qui s'est posée, c'est sur le choix de la technologie pour la mise à jour des étiquettes. Il y a deux technologies principales, c'est soit l'infrarouge, soit technologie radio, avec chacune des avantages et des inconvénients, notamment pour la partie infrarouge, la précision de la géolocalisation, qui est une des caractéristiques de ces solutions-là. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus long à rafraîchir. On va parler en dizaines de secondes contre quelques secondes sur le système radio. Et sur la partie radio, on a une option qui est un bouton de validation que vous pouvez voir en haut à gauche, qui peut avoir un intérêt. On n'a pas encore, on l'a pas développé, mais on réfléchit à quel intérêt on peut avoir. Mais par contre, il y a un gros inconvénient, c'est que c'est une très mauvaise géolocalisation. À savoir que pour avoir la couverture de l'atelier, il aurait suffi de 1 ou 2 émetteurs. Et comme le même système que pour les GPS, il faut avoir 7 ou 8 émetteurs ou satellites pour avoir une bonne précision de la géolocalisation. Au niveau du système radio, on n'avait pas de géolocalisation, on va dire. Donc le choix s'est porté sur la technologie infrarouge, justement, pour conserver cette spécificité de la géolocalisation. Et ensuite, il a fallu définir qu'est-ce qu'on souhaitait afficher et comment on allait l'afficher. Donc la technologie infrarouge, c'est très simple. Vous avez un émetteur qui est situé au plafond et qui va rafraîchir. Les ondes infrarouges se diffusent comme la lumière, sont réfléchies par toutes les surfaces et vont mettre à jour en temps réel tous les écrans de tous les lots qui sont disponibles dans l'usine. Donc ce qu'on va avoir, je vais vous montrer comment se passe le principe pour afficher le template sur l'étiquette. Donc là, je vous ai fait une mise à jour de l'étiquette telle qu'elle est livrée par le fournisseur. Et on va voir le cycle de rafraîchissement. Donc vous voyez, l'écran disparaît et on va avoir l'excitation des microcellules qui vont faire apparaître le template qui a été paramétré par MGB. Et là, vous allez retrouver toutes les informations qui vont nous servir à avoir les priorités, les dates de début, dates de fin d'opération, etc. Donc on a rafraîchi d'abord le blanc et le noir, et vous avez vu que la couleur rouge s'est rafraîchie par la suite. Donc vous avez un temps de rafraîchissement de 5 secondes et un temps de transmission qui est environ d'une vingtaine de secondes. Donc à partir de ça, l'infrastructure, elle est constituée de 21 émetteurs qui se situent dans l'usine, entre l'opération de décolletage et l'opération de mise en stock. Et ensuite, au niveau hardware, on a une baie de brassage qui peut regrouper jusqu'à 32 émetteurs pour avoir une couverture la plus précise, la plus complète possible de tous les ateliers post-usinage. Donc à partir de là, on avait le choix sur différents formats d'étiquettes. Il y en a encore des plus petits, il y en a encore des plus grands, mais pour des questions évidentes de taille et de coût, on s'est restreint à ces 3 étiquettes-là. Donc la première, la 4 pouces 2, c'est la plus grande taille, c'est là où on a la plus de choix pour afficher des données. L'inconvénient, c'est un prix un peu plus important que les 2 autres. La deuxième, on a réussi à stocker à peu près la plupart des informations
mais on était complètement bridé sur des développements futurs. On a rajouté entre-temps, par rapport à l'étiquette de gauche, le numéro de la machine, le numéro du lot matière, d'autres informations, et sur ce format-là, en fait, ça devenait illisible tellement c'était petit. Et la dernière étiquette, ça peut avoir d'autres intérêts, trop petits pour notre problématique de suivi des flux dans l'usine, mais néanmoins peut avoir des applications statiques que je vous présenterai par la suite. Donc notre choix s'est porté sur l'étiquette 4 pouces, le grand modèle, et donc le support retenu, c'est cet écran 4 pouces trois couleurs, identification par code barre qui permet d'associer cette étiquette à un numéro d'OF et un numéro de lot, qui sont deux identifiants uniques générés par notre ERP. Et on va retrouver un flash qui va avoir différentes fonctions dans le suivi du flux. Le récepteur infrarouge qui permet de faire l'émission et la réception des données, et la fonction de géolocalisation grâce à la trilatération obtenue avec les différents le réseau d'émetteurs. Donc à partir de là, on va retrouver des informations. Alors ce modèle d'affichage, il est propre à MGB, c'est nous qui l'avons défini. On en est propriétaire, c'est-à-dire qu'on peut le modifier à volonté, et on ne retrouve sur cette étiquette que des informations issues de notre ERP ou de calculs issus de données provenant de l'ERP. Donc vous allez retrouver les informations régaliennes, référence de la pièce, l'indice pièce, le client, le numéro d'OF et les quantités, quantité du lot, etc. Et on va retrouver des informations qui sont un peu plus précises quand on va dans le détail de la gamme de l'ordre de fabrication, le début de l'opération, la fin de l'opération. Là, si vous regardez en bas, vous avez l'opération en cuir en cours qui est le recuit partiel. Et on va avoir quelques informations. Le code barre associé qui va permettre de scanner directement, de badger l'opération dans le RP. L'opération suivante qui va permettre de diriger directement le lot en cours à l'opération suivante. Et on va retrouver un QR code qui va nous donner accès à toutes les instructions associées à cette opération de cet ordre de fabrication-là. Une défothèque, des instructions d'emballage, de traitement thermique, de lavage, etc. On va retrouver un data matrix en haut à droite qui va nous donner accès à la totalité de la gamme de l'ordre de fabrication, s'il y a besoin d'avoir une vue globale du flux de la pièce dans l'usine. On a cette possibilité-là avec un simple smartphone ou une tablette. Et le plus important, c'est le chiffre en haut à gauche, qui est le calcul entre la date du jour et la date de la fin d'opération en cours, qui va nous dire si on a moins 10 jours, comme sur l'exemple, on a 10 jours d'avance par rapport à la date de fin théorique de cette opération-là. Si on avait eu un plus 10 affiché en rouge, là, on aurait eu l'information que j'ai 10 jours de retard par rapport à la date de fin de l'opération en cours. Ces informations-là vont nous permettre, quand on va avoir à prioriser, par exemple, au service contrôle, on va avoir une multitude de lots qui vont se croiser, de pouvoir dire, je vais prioriser le lot qui est la date la plus importante, qui permet d'avoir un fonctionnement de la main à la main. C'est-à-dire que sur cette opération-là, le recul partiel, vous avez une date de début et de fin d'opération qui est au 30 juillet 2020, par exemple, qui est que l'opération doit se faire dans la journée. Donc le contrat à remplir pour cette opération-là, c'est de le faire en 8 heures. Ce qui veut dire que si vous commencez par cette opération-là, vous allez peut-être la réaliser en 1 heure, et vous allez la libérer pour l'opération suivante qui est le contrôle, et grâce à ça, vous avez économisé 7 heures, à savoir presque une journée. Et en capitalisant opération par opération ces économies de temps sur chaque opération, avec une pièce qui potentiellement est sortie en retard de l'opération de décolletage, on va pouvoir, avec cette gestion de priorité, l'amener jusqu'à la fin du process, jusqu'à la mise en stock, en économisant, en gagnant un petit peu de temps sur le temps théorique qui a été paramétré pour réussir à rattraper un aléa qu'on aurait pu avoir en cours de production. Donc ça, c'est vraiment le cœur du système, c'est cette gestion de l'information, du nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la fin de l'opération en cours, et non pas par rapport à une date d'expédition ou une date de fin d'ordre de fabrication qui peut être très longue, très lointaine, et pour lequel on n'a pas le recul pour savoir si on est en avance ou en retard. Donc ce qu'on va avoir sur cet exemple-là, je vais vous faire montrer le rafraîchissement d'une étiquette.
Donc vous avez ici, par exemple, 2 jours d'avance, et l'opération en cours, c'est le lavage, l'opération à venir, c'est le traitement thermique. Donc on va simuler comme si on avait badgé l'opération dans le RP de lavage, et la mise à jour va passer, avec l'économie d'une journée, l'affichage va passer de -2 à -3, et on a bien l'opération en cours qui devient le traitement thermique, et l'opération postérieure en aval qui redevient un lavage. Donc on a la mise à jour, vous voyez, ça a pris à peu près 5 à 6 secondes pour rafraîchir là. Et ça va avoir lieu à chaque opération. Dès qu'on va badger l'opération dans le RP, on va avoir cette mise à jour de l'étiquette, et on va avoir une deuxième mise à jour qui se fait en automatique durant la nuit, après minuit, parce que s'il n'y a pas eu de badgeage fait dans la journée, eh ben l'indicateur qui se trouve en haut à gauche, dans la nuit, passera de -3 à -2 s'il n'y a pas d'opération qui est faite, parce qu'il y a un jour qui s'est écoulé. Donc ici, sur l'exemple que vous avez là, ben, l'opération de traitement thermique, vous devez la commencer demain, et vous devez la finir le 9, 2 jours plus tard. Donc le contrat est à remplir en 48 heures. Et on se retrouverait dans une situation où cette pièce-là serait en retard. Et ben, en la gérant en priorité, on pourrait économiser quelques heures, voire quelques jours, sur le contrat associé à l'opération, pour améliorer l'OTD client par rapport à l'OTD sorti de l'atelier de production. Donc associé à cette fonctionnalité-là, on a la fonction de géolocalisation. Alors la géolocalisation, ce n'est pas quelque chose qui sert tous les jours. Néanmoins, on peut se retrouver dans une situation où il peut y avoir une erreur d'aiguillage dans le flux, où une pièce ne se retrouve pas dans la zone où elle devrait être, où personne ne va se soucier de savoir ce que fait ce lot-là à cet endroit-là. Et si on a l'information que le lot est en retard, on va pouvoir, via une interface web ou soit via un smartphone ou une tablette, taper le numéro d'ordre de fabrication. Dans l'exemple que vous avez le 130 032/1, donc c'est l'OF 130 032 et le lot 1 de cet ordre de fabrication-là. Vous allez taper ce numéro-là, qui est l'identifiant unique de chaque étiquette, et il va vous situer sur le plan de l'usine, sur une des étagères qui ont été dessinées. Ils vont vous localiser précisément où se trouve le lot dans l'usine. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va servir peut-être quelques fois par mois ou par trimestre, mais néanmoins, quand on a un tri additionnel, une retouche éventuelle à faire, et qu'on sort de la gamme traditionnelle, eh ben, ça permet de retrouver, quand on est hors gamme, de retrouver des pièces beaucoup plus rapidement, avec cette fonction de géolocalisation qui va du lavage qui est en haut à gauche jusqu'aux expéditions qui est en bas à droite. Tout le flux et tous les ateliers sont couverts par le réseau d'émetteurs qui permet d'avoir une géolocalisation dans toute cette zone. Donc, une autre idée qu'on va trouver, c'est grâce à ces étiquettes, c'est dans la gestion des priorisations. On peut avoir un ordre de grandeur au service contrôle. On a des étagères où on peut retrouver de 15 à 30 lots en attente de contrôle. Et quand vous cherchez un lot en particulier, vous pouvez soit passer du temps à regarder toutes les étiquettes une par une, soit comme on le faisait avant, déplier une feuille format 4 qui était pliée en 4 dans chaque boîte pour lire la référence, ou sinon vous tapez votre numéro d'OF, votre numéro de lot, et parmi toutes les étiquettes qui sont présentes, vous allez pouvoir faire flasher une petite lettre qui se trouve sur l'étiquette pour retrouver de manière beaucoup plus rapide le lot que vous cherchez en priorité. Donc voilà, vous pouvez le faire flasher 1 minute, 5 minutes, 30 secondes, 15 secondes. Vous pouvez le démarrer, vous pouvez l'arrêter à votre convenance. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qu'on va retrouver et qui va permettre d'améliorer la gestion des priorités dans le flux à chaque stade de fabrication. Donc associé à ce système-là, donc on a utilisé des systèmes soit mobiles à partir de tablettes durcies, qui donnent accès à la géolocalisation, qui donnent accès à l'ERP. Donc il y a un lecteur code barre 2D intégré pour lire toutes les informations qui sont stockées sur les étiquettes, accéder à nos bases de données qui sont stockées sur nos serveurs, avec les instructions, les défautecs, etc. Et on a aussi le lien avec des écrans tactiles
pour les personnes qui n'ont pas qui ont un poste statique, ils vont avoir des grands écrans qui vont permettre d'afficher directement le plan, la gamme de contrôle de manière digitale. Donc, en complément de cette amélioration de la gestion des flux, on a cette digitalisation des processus pour tendre vers le zéro papier, d'avoir le dernier document au dernier indice directement disponible au niveau de chaque poste de production. À partir de là, on va être à une opération de tri, par exemple. Donc, vous allez retrouver une douchette, vous scannez le QR code, vous avez accès à un dossier dans lequel vous avez tous les documents associés à l'opération de la gamme, des instructions génériques comme des instructions spécifiques à cette pièce-là. Vous pouvez retrouver également une défothèque. Donc, sur les écrans 22 pouces, vous allez avoir une photo, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez zoomer dessus. Vous pouvez l'afficher en grand pour comparer, parce qu'on a beaucoup de traits qui sont sous binoculaire, sur lequel on va avoir toutes les informations à disposition en temps réel, grâce à cette interface qui se trouve sur l'étiquette et qui se remet à jour à chaque opération. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, pour avoir cette facilité d'accès à des données qui sont uniques et stockées sur nos serveurs. Donc à partir de là, ça c'est une technologie qui a été déployée. On a fait le proof of concept il y a à peu près 6 mois et on l'a développé malgré le Covid, malgré les difficultés d'approvisionnement des composants électroniques venant de Chine, tant pour les émetteurs que pour les étiquettes. Et aujourd'hui, on a fini la phase de mise en production et on réfléchit au développement futur qu'on pourrait avoir grâce à ce système, et notamment parmi les évolutions possibles, ce qu'on a appelé la logistique prédictive. À savoir que plutôt que de constater a posteriori que l'opération n'a pas été faite la veille, c'est de dire si le lot n'est pas dans la bonne zone, alors une alerte est envoyée. Si on prend l'exemple que je vous ai mis à l'écran, vous avez une opération qui est réalisée, qui est un recul partiel. Sur l'écran, la zone du recul partiel, elle se trouve ici, sous la petite étoile, mais la géolocalisation donnée par l'étiquette dit que le lot se trouve dans cette zone-là. Ce qui veut dire que physiquement, l'opération n'aura pas lieu parce que le lot n'est pas au bon endroit. Et à partir de ça, le système de géolocalisation des boîtes dans l'atelier donne la position dans un repère orthonormé XY en mètres, tous les mètres. Et en fait, en comparant une zone qui était prédéfinie, associée à une opération, à sa dimension dans ce repère orthonormé, et en incluant, en excluant le lot de cette zone-là, on est capable de faire, via une petite application, de générer une information qui dira attention, la boîte n'est pas dans la bonne zone pour que l'opération qui est prévue aujourd'hui soit réalisée, donc elle peut soit prévenir, soit en fonction du flux tiré ou flux poussé, peut prévenir et dire vous devez vous enquérir de où se trouve la boîte, car sinon votre contrat de faire l'opération de la journée ne sera pas rempli. Donc voilà, ça c'est une information qui est en cours de développement, une perspective d'évolution à partir de... Ça nécessite une petite API pour faire le lien entre les données issues de la géolocalisation et les zones issues de l'ERP. Et à partir de là, on aura la capacité de générer une alerte email, une alerte SMS ou une information sur une étiquette en la faisant clignoter, en disant attention, je ne suis pas au bon endroit au bon moment. D'autres idées de développement, la gestion du stock matière, donc par exemple en bas à droite, ça peut être de dire, ben voilà, plutôt que d'avoir une petite étiquette d'identification, d'avoir une étiquette numérique, de pouvoir, quand on va dans le stock matière, chercher un lot en particulier, le faire flasher pour dire vous devez prendre tel lot pour respecter le FIFO ou pour respecter la traçabilité par rapport à la matière qui a été affectée à l'ordre de fabrication généré par les méthodes. Donc ça peut être ce type de fonctionnement-là pour faire une aide au bon choix de la matière. Ça peut être la gestion du stock de produits finis, avoir une étiquette à chaque emplacement en donnant
la référence, le client, la quantité, le numéro d'ordre de fabrication, et idem, associé à une liste de prélèvements, associer le clignotement de la LED pour dire vous devez prendre ce lot-là en priorité pour respecter la traçabilité et le FIFO. On réfléchit aussi, dès lors qu'on a généré l'OF, à encoder une petite étiquette qui pourrait suivre le contenant qui sert à recueillir tous les outils. Donc on a un service de préparation d'outillage et on pourrait avoir une étiquette associée à ce lot-là et qui marquerait toutes les informations, le diamètre de la matière pour sélectionner les bonnes pinces, toute la liste des outils qui sont déjà rentrés dans le l'ERP et d'afficher le numéro de la machine et afin que le préparateur, dès lors qu'il a fini de préparer son kit d'outillage, soit en mesure de l'apporter à la date qui sera marquée sur cette étiquette-là par rapport à ce qui était programmé dans le l'ERP comme date de début de montage. Et à partir de là, il amènera son kit d'outillage sur la bonne machine en temps et en heure, le jour venu. Et après, une des fonctions, je dirais, accessoires ou annexes, c'est par exemple l'affichage des plannings des salles de réunion. Alors ça peut paraître futile, mais en fait c'est la première application que j'ai trouvée des étiquettes digitales. C'était la gestion des salles de réunion parce que l'étiquette n'a pas besoin ni de connexion RJ45 ou d'alimentation secteur pour être installé sur une cloison vitrée, par exemple. Il y a juste besoin d'avoir un émetteur quelque part au plafond. Et en partant de ces exemples-là, on a peaufiné notre idée de logistique dynamique et d'avoir ces affichages-là directement en live sur nos boîtes de production. C'est la première application qu'on a développée. À partir de là, c'est un projet qui a été lauréat du plan de soutien au secteur aéronautique. On fait partie parmi les seules entreprises à avoir eu deux projets lauréats, à savoir le premier, c'était effectivement ce projet de digitalisation qui est plus vaste, qui intègre également la dématérialisation des commandes clients, dématérialisation des factures fournisseurs, capitalisation du savoir à partir d'une application développée en interne, et qui est donc financée à hauteur de 80% pour ce projet-là. Le deuxième projet concerne la diversification secteur médical, on est certifié évidemment L9100 pour l'aéronautique, mais également ISO 13485 pour le secteur médical. Et à ce titre-là, on a acquis un nouveau moyen de production avec Axe B qui nous permet d'élargir les possibilités d'usinage sur des pièces beaucoup plus ouvragées. Et ce projet-là est terminé depuis le 31 mars et la machine du deuxième projet est en cours d'installation. Donc, vous voyez, c'était l'annonce faite le 2 novembre que on était lauréats des deux projets. Et 4 mois plus tard, tous les projets sont terminés. Donc, ça a avancé relativement rapidement. Les objectifs, c'était de dire pourquoi on avait ce besoin-là. Il fallait fiabiliser la supply chain compte tenu des exigences de plus en plus importantes de nos clients, avec des OTD, des objectifs d'OTD supérieurs à 97 voire 98%. Chaque petit point, on était arrivé à un plafond de verre qui faisait que les méthodes traditionnelles apportaient peu d'amélioration et il fallait quelque chose de supplémentaire pour arriver à améliorer ce delta OTD. Et à partir du moment où toutes les informations qu'on utilisait sont digitalisées dans l'ERP, il y a eu un gros travail en amont de fait parce que toutes les informations viennent de l'ERP et si elles ne sont pas pertinentes, en fait, vous affichez n'importe quoi. Donc, à partir du moment où toutes les données pertinentes étaient digitalisées, qu'elles sont accessibles, on a ce qui est important dans cette période compliquée pour le secteur aéronautique, c'est une meilleure agilité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les clients sont très frileux pour passer des commandes en avance. Les programmes sont peu fiables. Donc, il faut avoir gagné en agilité durant cette année, depuis le début de la pandémie. Il faut avoir gagné en agilité pour rester compétitif et notamment pour rester avec un OTD qui soit satisfaisant pour nos clients. Voilà, j'ai fini cette présentation.
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Vous devriez pouvoir normalement reprendre la main pour parler, si vous avez des questions particulières ou via le chat sur le déploiement, ce que ça a pu apporter, etc. comme information. Donc, en termes de résultats, c'est pas la première fois que je fais ce type de présentation, soit pour le GIFAS, soit pour le programme Space. On a fini l'implémentation il y a environ un petit mois, on va dire. Et c'est vrai que on a eu peu de retours encore à ce niveau-là pour juger de la parfaite amélioration de l'OTD chez nos clients. Pas de questions particulières? Non. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de conclure cette réunion. Merci d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.